Quels sont les apports des tables de mobilité sociale? La mobilité sociale est en effet un concept clé des sociétés modernes. En effet, on distingue deux types de sociétés. Les sociétés de caste et d'ordre, où l'identité sociale est assignée à la naissance. Il n'y a donc quasiment pas de possibilité de mobilité sociale. Et les sociétés modernes, où le statut social est acquis. Dans ces sociétés, la mobilité sociale est possible. La mobilité sociale va donc correspondre aux valeurs des sociétés modernes. La liberté, notamment de choisir son destin. L'égalité, en particulier l'égalité des chances offertes à tous. Le progrès, puisque les individus peuvent connaître une ascension sociale. Et enfin, la rationalité. Les individus vont occuper le métier et la place où ils sont les plus efficaces. Comme la mobilité sociale est caractéristique des sociétés modernes, il faut donc un outil pour la mesurer. Les premières enquêtes sur la mobilité sociale apparaissent aux États-Unis. En France, à partir de 1964, l'INSEE va réaliser des tables de mobilité sociale à partir des enquêtes formation-qualification professionnelle. Les tables de mobilité sociale vont leur permettre de répondre à des questions qui sont jugées essentielles pour les sociétés modernes. Les individus sont-ils totalement déterminés par l'origine sociale? Comment les individus accèdent-ils aux positions socialement valorisées, par mérite ou grâce à l'origine sociale? Et enfin, les sociétés modernes sont-elles réellement méritocratiques? Les tables de mobilité vont alors apporter de nombreuses informations. D'abord, les tables de mobilité vont donner deux informations complémentaires. En effet, la table de destinée va préciser le destin des individus. Ainsi, elle va indiquer pour chaque groupe socio-professionnel ce que sont devenus les individus. Pour la table de recrutement, celle-ci va préciser l'origine sociale des individus. Ainsi, elle va indiquer pour chaque groupe socio-professionnel d'où viennent les individus, c'est-à-dire la profession de leur père. Les tables de mobilité vont pouvoir ensuite mesurer l'immobilité sociale. En effet, on définit l'immobilité sociale comme le fait que le fils reste dans le même groupe socio-professionnel que son père. Cette immobilité sociale va se mesurer avec la diagonale de la table de mobilité. Plus le pourcentage sera élevé, plus l'immobilité sociale sera forte. On va pouvoir alors travailler l'immobilité sociale dans la table de destinée, et donc travailler sur la diagonale. Celle-ci indique la reproduction sociale. Les fils ont le même groupe socio-professionnel que leur père. Par exemple, 48,2% des hommes actifs ou anciens actifs de 40 à 59 ans, fils de cadres et professions intellectuelles supérieures, sont cadres et professions intellectuelles supérieures en 2015. On peut aussi travailler l'immobilité sociale avec la table de recrutement, là aussi avec la diagonale, qui mesure l'auto-recrutement. Par exemple, 30,5% des hommes actifs ou anciens actifs de 40 à 59 ans, cadres et professions intellectuelles supérieures, sont fils de cadres et professions intellectuelles supérieures en 2015. Les tables de mobilité vont aussi pouvoir mesurer le degré de mobilité sociale. En effet, les tables de mobilité mesurent la mobilité brute ou observée. On peut alors calculer le pourcentage d'individus qui connaissent une mobilité intergénérationnelle. On peut le faire à partir de la table des données brutes, en opérant le calcul, le nombre de mobiles divisé par le nombre d'individus total. Ainsi, si on raisonne à partir de la table de données brutes, on a interrogé 6 912 070 individus. Sur la diagonale, on va pouvoir ajouter le nombre d'individus qui sont dans le même groupe socio-professionnel que leur père, c'est-à-dire 2 477 217 individus mobiles. Si on soustrait cette donnée au nombre total d'individus interrogés, on a alors le nombre d'individus mobiles, 4 434 853. On peut alors calculer le pourcentage par rapport à l'ensemble des individus. On obtient alors 64% d'individus qui ont connu une mobilité. Les tables de mobilité vont pouvoir maintenant étudier plus précisément cette mobilité, notamment car la table de destinée de recrutement va pouvoir donner deux indications. D'abord, l'intensité. C'est la part des individus de chaque catégorie qui a un statut différent de celui de son père. On va alors étudier les données hors diagonale. Et ensuite, l'amplitude. C'est la distance parcourue
entre le groupe socio-professionnel du père et le groupe socio-professionnel du fils. Ici, plus les données seront proches de la diagonale, plus les trajets sociaux seront courts. On peut alors étudier l'intensité et l'amplitude dans la table de destinée sociale. Les chiffres de la diagonale restent faibles. On peut donc voir que l'intensité est forte. Par exemple, 15,5% des fils employés sont devenus employés. Cela veut donc dire que 84,5% des hommes actifs ou anciens actifs de 40-59 ans fils d'employés ne sont pas devenus employés. Ou bien que 51,8% des hommes actifs ou anciens actifs de 40-59 ans fils de cadres ne sont pas devenus cadres. On peut maintenant étudier l'amplitude. On remarque que les chiffres les plus importants sont à côté de la diagonale. L'amplitude est donc faible. Par exemple, si on regarde la destinée des fils de cadres, on se rend compte que le deuxième chiffre le plus élevé est 22,6, qui correspond au GSP du fils profession intermédiaire. Ainsi, 22,6% des fils de cadres sont devenus profession intermédiaire. Si on regarde maintenant la destinée des fils de profession intermédiaire, on se rend compte que le deuxième chiffre le plus gros, c'est celui qui correspond au GSP du fils cadre. Ainsi, 29,8% des fils de profession intermédiaire sont devenus cadres. Ainsi, la table de destinée sociale nous donne une intensité relativement forte, mais une amplitude limitée. Autre exemple, 30,7% des fils employés sont devenus ouvriers. On peut maintenant étudier l'intensité et l'amplitude dans la table de recrutement. On remarque ici que les chiffres de la diagonale vont être très variables sur les catégories. Un exemple d'intensité faible pour les agriculteurs. 15,9% des agriculteurs n'avaient pas un père agriculteur. Autre exemple d'intensité faible, les ouvriers. 43,2% des ouvriers n'avaient pas un père ouvrier. En revanche, certaines catégories ont une intensité très forte. C'est le cas pour les employés. 86,3% des employés n'avaient pas un père employé. L'amplitude est aussi variable sur les catégories. Certaines catégories connaissent une amplitude forte. Par exemple, 38,5% des professions intermédiaires ont un père ouvrier. Le trajet social a été relativement long, d'ouvrier à profession intermédiaire. En revanche, d'autres exemples montrent une amplitude faible. 42,9% des employés avaient un père ouvrier. Le trajet social, là, a été beaucoup plus court. Les tables de mobilité sociale vont aussi permettre de différencier la mobilité verticale et horizontale. La mobilité sociale horizontale peut se définir par le fait que les individus vont changer de position sociale sans se déplacer dans la hiérarchie sociale. En revanche, dans la mobilité sociale verticale, les individus se déplacent dans la hiérarchie sociale. On peut alors étudier le sens de cette mobilité sociale. On peut avoir une mobilité sociale ascendante ou ascension sociale. Ici, l'individu monte dans la hiérarchie sociale vers une position sociale jugée plus élevée. En revanche, dans le cas d'une mobilité sociale descendante ou d'émotion sociale, l'individu va descendre dans la hiérarchie sociale vers une position sociale jugée moins élevée. On parle alors de déclassement au sens de Peugny. L'individu connaît une démotion de statut social par rapport à ses parents, mais il a un niveau de diplôme supérieur. On peut alors étudier ces différentes formes de mobilité dans la table de destinée sociale. Par exemple, pour la mobilité sociale horizontale, eh bien, un exemple, c'est les 9% des fils d'agriculteurs qui sont devenus artisans. Pour distinguer mobilité sociale ascendante et descendante, il faut travailler par rapport à la diagonale. Au-dessous de la diagonale, on aura la mobilité descendante. Par exemple, 22,6% des fils de cadres sont devenus professions intermédiaires. La mobilité ascendante, elle, se retrouvera au-dessus de la diagonale. Par exemple, 29,8% des fils de profession intermédiaire sont devenus cadres. On peut aussi étudier ces formes de mobilité dans la table de recrutement. Par exemple, la mobilité horizontale. Ici, 3,6% des agriculteurs sont fils d'artisans. Pour la mobilité verticale, ascendante et descendante, là aussi, il faut travailler par rapport à la diagonale. La mobilité descendante se trouvera au-dessous de la diagonale. Par exemple, 10,8% des employés ont un père cadre.
la mobilité ascendante se trouvera au-dessus de la diagonale. Par exemple, 19,9% des cadres sont fils d'ouvriers. Les tables de mobilité vont aussi permettre de déterminer l'origine de la mobilité sociale. En effet, derrière la mobilité brute, il y a deux formes de mobilité. La mobilité structurelle, qui résulte des transformations des structures de l'emploi, et la mobilité nette, qui résulte d'une plus grande fluidité de la société. Cette fluidité de la société mesure l'égalité des chances, c'est-à-dire les chances d'occuper une position sociale déterminée plutôt qu'une autre. Ces chances doivent être les mêmes, quelle que soit l'origine sociale des individus. Ainsi, pour évaluer la mobilité structurelle, on va comparer les marges de la table de destinée et les marges de la table de recrutement. En effet, dans la table de destinée, la dernière colonne va donner la répartition socio-professionnelle dans la génération des fils. En revanche, dans la table de recrutement, la dernière ligne va donner l'origine socio-professionnelle des individus. C'est donc une indication de la répartition socio-professionnelle dans la génération des pairs. Ainsi, en comparant ces deux marges, on peut voir l'évolution de la répartition socio-professionnelle. Ainsi, dans la génération des pairs, 10% des actifs étaient agriculteurs, c'est 3,2% dans la génération des fils. On remarque donc que certaines catégories ont vu leur part dans les emplois diminuer, les agriculteurs, les artisans et les ouvriers. Ainsi, les fils de ces catégories ont eu une mobilité forcée. Ils n'ont pas pu reprendre l'emploi de leur père. En revanche, ils ont trouvé des emplois dans d'autres catégories. Les catégories qui ont vu leur part dans les emplois augmenter. Les cadres, les professions intermédiaires et les employés. Ainsi, cette mobilité structurelle a été plutôt une mobilité sociale verticale ascendante, puisque les emplois créés étaient des emplois plus valorisés socialement et mieux rémunérés. On peut aussi, à partir des tables de mobilité, évaluer la fluidité sociale. Cette fluidité sociale sera mesurée à partir de la table de destinée, avec le rapport des chances relatives, ce que l'on appelle aussi les odds ratios. Ce sont les chances respectives des membres de différents groupes sociaux d'atteindre telle ou telle position sociale. Ainsi, cette fluidité sociale va être mesurée par rapport avec la table de destinée. Prenons l'exemple des fils de cadre. Un fils de cadre a 48,2% de chances de devenir cadre. Il avait 10,4% de chances de devenir ouvrier. Si on fait le rapport, un fils de cadre a 4,6 fois plus de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. On peut opérer le même calcul pour les fils d'ouvriers. Un fils d'ouvrier a 45,9% de chances de devenir ouvrier. Il a 10,9% de chances de devenir cadre. Ainsi, un fils d'ouvrier a 0,23 fois plus de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier, c'est-à-dire qu'il a moins de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. On peut alors opérer ce rapport des chances relatives. Un fils de cadre a donc 4,6 fois plus de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. Un fils d'ouvrier a 0,23 fois plus de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. Ainsi, un fils de cadre a 20 fois plus de chances qu'un fils d'ouvrier de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. Ainsi, plus ce rapport est élevé, plus la fluidité sociale est faible. Et donc, quand ce rapport diminue, la fluidité sociale augmente.